金曜の司会はナンポルタキ、司会はニャッピーカノンです。今日のラインナップはゲームレビュー、コンパイラー、アニメ、漫画、リリース。それではまず最初はノーライフニュースからご覧ください。どうぞ。Les développeurs de Rift, dont nous vous avons récemment parlé dans le cadre d'un reportage réalisé aux États-Unis, sont heureux. Ils viennent en effet de signer un accord de distribution sur plusieurs années avec l'éditeur Ubisoft, ce qui confirme le potentiel de leur MMORPG. Ubi lancera ainsi début 2011 Rift sur plusieurs territoires, en France, au Benelux, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, ainsi que dans les pays scandinaves. La bêta privée du jeu se déroule d'ailleurs en ce moment même, du 3 au 6 décembre. Celle-ci inclut les 20 premiers niveaux du jeu, la zone de départ de la faction des renégats technomagiques, ainsi que la région envahie par le plan de la mort, Libre Marche. Les développeurs précisent que les joueurs pourront également visiter la ville fortifiée de Méridian et se mesurer aux morts-vivants du donjon de Tombe de Fer. Tout un programme. Il sera bien sûr possible de suivre l'actu des événements de cette bêta privée sur le site officiel du jeu, qui, rappelons-le, vous place dans l'univers fantastique du monde de Tellara, où 8 forces primitives s'affrontent pour contrôler un paysage en constante évolution. Le pack de cartes nobles est désormais accessible aux joueurs de Halo Reach. Pour 800 points Microsoft, ils auront accès à 3 nouvelles cartes orientées BTB, ainsi qu'à 7 nouveaux succès permettant d'engranger 250 G supplémentaires. Les 3 cartes ont été accueillies avec enthousiasme par les spécialistes du multi-Halo, grâce à un excellent level design apportant une nouvelle dimension tactique. Parmi celles-ci, on trouve Tempest, une usine abandonnée supportant de 8 à 16 joueurs dans les modes Free for All, Team Slayer, Team Objective ou Big Team Battle. Anchor 9, une station orbitale pour 2 à 8 joueurs dans les modes Free for All, Team Slayer et Team Objective. Et enfin Breakpoint, un site d'excavation situé au sommet d'un précipice glacé qui permettra d'accueillir via les modes Invasion et BTB de 8 à 16 joueurs. Double kill. Triple kill. Vous n'en pouvez plus des FPS militaires? Eh bien, vous en aurez encore en 2011. Atomic Games vient ainsi d'annoncer la sortie en début d'année prochaine de Breach, leur FPS multijoueur, sur Xbox Live Arcade et PC. Ce studio est en fait spécialisé dans les simulations pour l'armée américaine et les organisations de renseignement. Avec ce titre accessible aux militaires en herbe, ils nous promettent une gestion dynamique et novatrice des destructions grâce à leur moteur 3D hydrogène. Un tout nouveau cover system adapté aux abris susceptibles de voler en éclats, ainsi que des outils d'espionnage réalistes. Se distinguer de la concurrence ne va pas être aisé, mais on demande à voir. Une compagnie de joie vient encore de sortir une mini-console Mega Drive. La version de cette année propose 30 jeux mythiques comme Street of Rage, Golden Axe, Alex Kidd. Au rayon des nouveautés, la mini-console se recharge désormais sur USB et il sera possible de lire de la musique et regarder des photos via un slot pour carte SD. Le tout est proposé pour un peu moins de 50 € et peut être un cadeau idéal pour faire découvrir des jeux qui ont fait leurs preuves à de jeunes enfants par exemple. Ouais, ビデオゲームといえば、こちらピンキーディストーション、なんとねこちら俺がこうプロデュースして作った携帯用のビデオゲームです。じゃあ簡単にちょっとこう説明したいんですけれども、じゃあはい、これはこうやってこう文章を読んでいくノベルゲームっていうジャンルになるんですけども、なんとこう原宿を舞台にしてプレイヤーがビジュアル系バンドのマネージャーとなって一緒に成長していくと、そういうストーリーになっております。いいですね。ストーリーが進むとこういった選択画面が
出てくるので、自分が思うように選択してメンバーをバンドを成功の道に導いてあげてください。ポチッと。いろんな結末が待ってるんで、いっぱい楽しんでみてください。それでは本日のゲームレビュー、どんなのがあるのかな。Si on devait définir ce Fling Smash en un mot, ce serait improbable. En ces périodes de fête, cette production vendue avec une manette Wiimote Plus débarque sans tambour ni trompette pour s'imposer comme l'un des rares titres 100% Wiimotion Plus de l'année. Édité par Nintendo, le développement de Fling Smash est à mettre au crédit du studio japonais Artoon. Un temps spécialisé sur les productions exclusives à la Xbox avec la série Blinks ou le RPG Blue Dragon, on leur doit également Yoshi's Island sur DS. Fling Smash, lui, a tout de la commande Nintendo destinée à calmer les joueurs ayant acquis plusieurs Wiimotion Plus pour jouer à Wii Sports Resort. Car il faut bien avouer que les titres compatibles avec le périphérique désormais inclus dans les dernières incarnations de la manette ne sont pas légion. Les dernières productions Nintendo, comme Wii Party, Donkey Kong Country, Metroid Other M ou même Super Mario Galaxy 2, toutes ont snobé le périphérique. Alors en attendant le prochain Zelda ou le Kandio 2 de Sega qui sortent tous deux en 2011, vous avez Fling Smash, un jeu à mi-chemin entre Pong, Arkanoid et la production WiiWare azimutée. Moi, j'avoue avoir un petit faible pour les scénarios que les développeurs s'imaginent obligés de développer autour de concepts ne s'y prêtant pas le moins du monde. Ici, vous avez une boule que l'on balance à travers l'écran, 2 si vous jouez en coop. À partir de ça, voilà ce que Artoon nous a pondu. Il était une fois l'île de Meridiana qui renfermait un grand pouvoir capable de protéger le monde. Ce dernier était gardé par des esprits ancestraux dont fait partie le Grand Palmier. Mais un jour, les extraterrestres débarquent. Ils ressemblent un peu à des masques volants comme dans Decay Returns et sont bien décidés à rafler le pouvoir ancestral. La première victime de l'invasion, je vous le donne en mille, n'est autre que la princesse de l'île, suivie de près par le Grand Palmier. Le chef se remémore alors une vieille menace écartée par un ancien héros, qui était parvenu à réunir les perles sacrées afin de libérer leur pouvoir. Il devra donc parvenir à trouver ces perles disséminées un peu partout sur l'île. Mais pour cela, il faut le libérer, lui, le héros. Ce dernier, contre toute attente, est en effet enfermé dans un coffre depuis toutes ces années. Et il ressemble à un chevalier, un jeune héros en culotte verte, un magicien surpuissant, un dragon. Non, rien de tout ça. Notre héros est une boule jaune avec une houppette rouge et des dents de requin blanc. Voilà pour le scénario du jeu. Le pire, c'est que les développeurs se sentent obligés d'en remettre une couche entre certains niveaux pour développer leurs personnages. Au second degré, c'est hilarant, mais uniquement au second degré. Le gameplay se résume à une chose, bouger la manette. Ce faisant, vous projetez à travers l'écran dans la direction voulue la petite boule jaune. À l'aide du bouton A, vous pouvez stopper votre boule. Et il est nécessaire d'attendre une demi-seconde qu'elle se recharge afin de la projeter à grande vitesse et détruire ainsi plusieurs éléments de décor à la fois. La force de vos mouvements n'a en effet aucune influence sur le gameplay. De petits mouvements timides suffisent pour envoyer valdinguer le personnage. Un indicateur situé en bas à droite de l'écran est là pour vous donner une idée de la position de la Wiimote Plus dans votre main. Une idée un rien saugrenu, vous en conviendrez, et l'indicateur semble uniquement destiné à nous prouver que le jeu est bel et bien Wiimotion Plus. Dernier détail, votre boule revient automatiquement contre le bord droit de l'écran, qui ne cesse d'ailleurs de défiler. Et il est nécessaire de toujours être dans le mouvement, sinon des espèces de dragons apparaissent pour vous gober. Voilà. Le jeu est scindé en plusieurs mondes, certains proposant une jouabilité particulière basée sur la notion de handicap. Vous pourrez ainsi être alourdi en étant transformé en boule de métal, ou vous voir privé de la capacité de charger vos fulgurances. Chaque monde propose 3 niveaux et un boss, ce dernier n'étant débloqué que si vous parvenez à attraper un minimum de 3 médailles par niveau. Les médailles sont en effet nécessaires pour obtenir les fameuses perles recherchées. Une couche scoring a été appliquée au gameplay et les niveaux sont ainsi chargés de bonus divers et de la possibilité de comboter à tout va.
Si vous parvenez à terminer tous les niveaux d'un monde avec la note A, le maximum étant la note S, vous débloquerez des mini-jeux orientés duel, comme un Pong ou encore une course au bonus fruits en mode métal. L'obtention d'une bonne note est ainsi nécessaire et n'a parfois rien d'évident. Plusieurs chemins peuvent en effet être empruntés, tous ne rapportant pas le même nombre de points. Flink Smash propose donc un gameplay ultra simple pour un game system plus complexe qu'il n'y paraît. On a défini ce titre en début de critique par l'adjectif improbable. Improbable par son gameplay minimaliste, son scénario tiré par la houppette rouge et sa direction artistique ultra kawaii kikinu. On se demande bien à qui il peut être destiné. Aux enfants sans doute, même si la difficulté du jeu devient assez vite élevée, mais pas trop quand même, et que faire n'importe quoi avec sa Wiimote Plus ne suffit plus. À de nombreuses reprises, Flink Smash requiert un minimum de précision, mais le gameplay tout Wiimotion Plus soit-il, n'est pas super précis, la faute à une reconnaissance pas toujours au point des mouvements du joueur. Ce n'est pas que le Wiimotion Plus ne fonctionne pas, mais plutôt qu'il est difficile pour le joueur de réaliser des mouvements précis en bougeant simplement son bras dans le vide. Le jeu aurait sans doute été plus précis avec le stick analogique du Nunchuk. Du coup, le facteur chance rentre en jeu et ce dernier devient vite l'occasion de s'amuser sans trop se prendre la tête à viser. Ce qui n'était sans doute pas l'objectif de départ. Le jeu semble ainsi se destiner avant tout aux joueurs adeptes de concepts improbables. Flink Smash ressemble d'ailleurs à une production WiiWare packagée uniquement pour promouvoir la nouvelle Wiimote Plus avec laquelle le jeu est fourni. Si les minigames duel constituent un petit plus agréable, la durée de vie du jeu reste minimale, puisqu'il se boucle en quelques heures seulement, pour qui ne cherche pas à multiplier les scores S. Il est donc difficile de conseiller ce trip aux musiques délirantes et au bruitage amusant, mais qui manque de la précision nécessaire à son gameplay minimaliste.にゃっぴー、改めましてこんにちは、カノンです。今回はフランスジャパンエキスポのためにフランスにやってきたわけですけれども、直で日本のアニメだったり漫画だったりそういった文化が皆さんに愛されてるっていうのをすごい直に感じれてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。でこれからもね、やっぱり俺もだし周りもどんどん日本の文化世界に広めていきたいと思うんで、皆さんも全然どんどんオタクになっちゃってください。じゃあお次はコンパイラーです。どうぞ。Les échantillons sonores, deuxième partie. Previously in Compiler, une fréquence qu'on mesure en Hertz si j'ai bien compris la leçon. Oui, tout à fait. Quoi? Encore à suivre? Non, cette fois on continue jusqu'au bout. Ah, cool. Donc par exemple, regarde bien, je vais échantillonner ce son à une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire 10 fois par seconde. Voilà ce que ça donne. On découpe la seconde en 10 tranches, et pour chacune de ces tranches, on enregistre un nombre qui correspond à la position de la courbe. Et pour moi c'est fastoche, je garde ces chiffres en mémoire, et après j'ai plus qu'à les balancer dans ma carte son. Pour être plus précis, tu vas envoyer cette suite de nombres à la fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire 10 valeurs par seconde, et tu as un circuit électronique qui s'occupe de retransformer ça en ondes pour faire vibrer le haut-parleur. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, compile en 10 Hz, vous ne le comprenez pas. La fréquence d'échantillonnage est trop basse. Pour augmenter la qualité de cet échantillon sonore, il aurait fallu augmenter la fréquence d'échantillonnage. Le problème évidemment, c'est que plus on l'augmente, et plus ça prend de la place en mémoire. Là par exemple, je suis monté à 8 kHz. C'est moche, mais c'est à peu près compréhensible. En tout cas, je confirme, Cyril, ça me prend quand même 800 fois plus de place que le 10 Hz qu'on a entendu précédemment. Et pourtant, c'est de la qualité numérique, puisqu'on est en numérique. Ah, je vois où tu veux en venir, Cyril. T'es sacrément malin. En fait, tu veux nous expliquer que qualité numérique ne veut pas forcément dire de bonne qualité. Exactement, mais ça veut dire en tout cas que le son sera reproduit à l'identique, quel que soit le nombre de copies et de transmissions. Ça sera moche exactement de la même manière à chaque fois. Dis-moi, pour toi humain, à partir de quelle fréquence le son te semble acceptable? Eh bien, de façon standard, on considère qu'il faut au moins échantillonner à 40 kHz, c'est-à-dire 40 000 Hz, pour pouvoir échantillonner tous les sons audibles. Par exemple, le CD contient un son échantillonné à 44,1 kHz. Et maintenant, on en est même à 48 kHz, voire parfois plus. 44 kHz, mais c'est n'importe quoi. C'est beaucoup plus que les 20 kHz maximum que l'oreille humaine peut entendre. Haha, owned.
tu n'as pas écouté ce que j'ai dit la dernière fois. La fréquence d'échantillonnage n'a rien à voir avec la fréquence du son échantillonné. Et il se trouve qu'il y a une loi mathématique qui dit que pour échantillonner un son qui a une fréquence de x, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins de 2 fois x. Autrement dit, pour échantillonner un son qui a une fréquence de 20 kHz, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins de 40 kHz. En réalité, on fait un peu plus pour essayer de conserver un maximum de détails dans le son, donc de garder plus de qualité. Bon, je crois que j'ai compris. Donc échantillonner, ça veut dire qu'on prend des sons analogiques et qu'on en fait un son numérique en utilisant des échantillons de l'onde. Par exemple, 1000 échantillons par seconde ou 44 000 échantillons par seconde pour avoir une qualité de 44 kHz. Donc, un administrateur de la web radio Bidet Musique, quand il met le 45 tours de « Je dors avec l'ordinateur » dans la platine pour l'enregistrer sur son disque dur, il fait un échantillonnage de cette chanson, n'est-ce pas? Ouais. Et l'échantillonnage en anglais, c'est le sampling. Oui. Donc je viens de mettre à jour un des plus grands abus de langage des humains qui existent, et que personne n'avait jamais remarqué, sauf moi. De quoi tu parles? Ben, du sampling bien sûr. Pour les DJ de fêtes foraines, le sampling, le sample, c'est un échantillon. Mais pas dans le sens fréquence d'échantillonnage. Dans le sens, je prends un bout d'une chanson. Yo, yo. C'est ça qui a aucun sens. Explique-toi. Quand un DJ dit que Pop Up the Volume est un sample, dans sa tête, c'est l'échantillon d'un son plus grand. C'est juste un extrait tiré par exemple d'une chanson. Alors que la chanson complète est déjà un sample, pour peu qu'elle ait été numérisée. Ah oui, les humains ont parfois du mal à voir derrière le sens le plus évident des mots. Il était temps de rétablir la vérité. Merci, Compile. Merci, Cyril.はい、アニメ漫画リリースのコーナーです。最近俺が読んだ漫画ではですね、無限の住人っていう、日本の武士の話なんですけれどもね、こう様々な流派と流派がぶつかり合う、そのこう信念を抱いた彼らの戦いがすごい心にぐさっと刺さるんで、こっちであるかどうかはわからないですけど、ぜひ探して読んでみてください。Ah, c'est moche de vieillir. Mais le plus dur, c'est de savoir si on a fini par virer vieux con ou non. Prenons plutôt exemple sur Cobra. Pinery dans bientôt 30 ans et toujours aussi fringant qu'en 1982, lors de sa première apparition télévisée dans Space Adventure Cobra. Après 6 OAV en 2008, il revient maintenant dans une série télé de 13 épisodes, toujours basée sur le manga de Terasawa Buichi. On y retrouve donc le tombeur de ces dames, toujours à l'affût d'un trésor. Le pirate a beau avoir changé de visage, ses poursuivants le reconnaissent toujours à coup sûr quand il dévoile le rayon Delta dissimulé dans son bras gauche. Quel plaisir de retrouver les aventures du pirate charmeur. Tous les éléments sont là. Aventure, demoiselles aux tenues aussi courtes qu'improbables, musique jazzy et une ambiance rétro, bien rétro. Fort logiquement, la technique est passée au numérique et la 3D s'intègre plus ou moins bien à la 2D. Les histoires, cousues de fil blanc, filent à 100 à l'heure. Si le tout se laisse regarder avec plaisir, il ne fait tout de même pas bon comparer cette cuvée 2010 de Cobra au Grand Cru 28 ans d'âge, vieilli en fût de cellulo. On ne retrouve pas la mise en scène si caractéristique de Desaki Osamu, et les méchants charismatiques manquent cruellement à l'appel. Malgré quelques bonnes idées dans cette seconde série télé, dur de trouver quelques scènes d'anthologie. Cobra The Animation a été produit au studio Magic Bus par Desaki Satoshi, le frère d'Osamu. Le producteur lui rend sans aucun doute hommage en reprenant le vieux gimmick du dessin qui se fige pour souligner un moment dramatique de l'épisode. L'artifice se révèle pourtant ici moins percutant. La nostalgie fonctionne donc jusqu'à un certain point. Et ce n'est pas être totalement un vieux con que de trouver ces nouveaux épisodes un cran en dessous par rapport à la série d'antan. C'est une évidence, mais ce n'est plus la même équipe aux commandes aujourd'hui. Plus de Desaki Osamu, plus de Sugino Akio, plus d'Otsuka Shinji, et ça se sent. Quoi qu'il en soit, la VOST permet d'apprécier la gouaille d'Uchida Naoya pour Cobra. Le comédien avait assuré le rôle dans les OAV de 2008, mais pas dans la première série télé.
Pour la VF, Jean-Claude Montalban cabotine avec plus ou moins de bonheur dans le rôle principal, qu'il retrouve après tant d'années. Alors comme ça, on est le 25 décembre demain. On me dit, petit Papa Noël, ça te dirait de passer me voir? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Vocalement, il n'a pas changé d'un iota, et le ton adopté lui donne un vocabulaire plus relâché. Correction, sans bikini. Casé sur l'intégrale des 13 épisodes en un seul coffret DVD ou Blu-ray. Il ne faut pas trop compter sur d'éventuels bonus vidéo, mais les acquéreurs auront droit à un livret artbook de 32 pages. C'est juré. Alors, ces épisodes ont-ils perdu un peu du sense of wonder de la première série? Ou s'agit-il juste du syndrome classique du « c'était mieux avant » Le plus simple restera de se faire une idée sur pièce. Pour laisser sa chance à cette suite, il ne faudra pas trop s'accrocher à ses souvenirs et se laisser porter par le plaisir de retrouver le blondinet au rayon Delta. Come on, boy! Édité par Kiun depuis 2007, le manga Hubelblatt est rapidement devenu l'un des seinen les plus populaires dans l'Hexagone. Ce titre sulfureux de dark fantasy est particulièrement apprécié pour son univers mature et pour la finesse de son graphisme. Des qualités et un succès particulièrement étonnant quand on sait qu'il s'agit de la première grande série de son auteur, Shiono Etorochi. Lors de son passage à Paris à la fin du mois d'octobre, nous avons eu l'occasion de rencontrer le mangaka. ヤングガンガンの前の雑誌を作るっていう時にまあ新連載を起こすっていうことでその時当時の担当の方からもうなんかダークファンタジーで書いてくれって言われてで3つぐらい案を確か考えてそのうちの1つがユーベルブラッドだその時はまだタイトルはなかったんですけどもこういうこう典型的なこうヒーローがかっこいいみたいな話じゃなくて、ちょっとダークな部分があったりとかそういうものが割とフランスの読者には受け入れられるっていうふうに、教えてもらったんですけども実感としてなんでフランスで受けてるのかっていうのは全く分からなくて分からないまんまなんか呼ばれてとりあえず来てみたっていう感じでいまだに戸惑っている感じではあるんですね。ストーリーの作り方割と文字でシナリオ上のものを、用意してでそれを担当の編集に見せてやり取りをしてでこれでいこうっていう形になったら、ネームに起こしてでそこでもまたこう細かい修正に話し合いをしてで OK になったところで、絵を描く作業に入るっていう感じです。話を作るのに4日か5日で絵を描くのもやっぱり4日か5日ぐらい。そうですねいろいろあって多分僕が12、13歳ぐらいの頃に割と日本でファンタジーブームがあってその頃に見てた、ライトノベル小説とか、その頃に出ていたゲームとかドラクエとか絵で一番影響を受けたのは
ロードス当選記っていうオリジナルのアニメがあって、そのアニメの設定画が載った雑誌をずっと撮っといて、それをずっと真似してて、それが今でも多分影響をしてると思います。ドイツにした一番最初の理由は、なんかの本でたまたま見た辺境泊とか選定校とかっていう単語があって、その単語を使いたかったっていうのがドイツ風になったのは、それが多分理由です。そうですね。でも多分ファンタジー以外の何かを書くとは思います。具体的にはこれが終わった後に書くみたいなのは特に考えてはいないです。多分ファンタジー以外の何かだと思います。ノーライフテレビをご覧の皆さん、ユーベルブラッドの作者の塩野エトロージです。これからもよろしくお願いします。Au Japon, le manga Hubelblatt est toujours en cours de prépublication chez Square Enix au sein du magazine Young Gangan. En France, le 10e volume de la série est paru en décembre 2009 et on attend avec impatience la suite de la saga. Nanto, お別れの時間になってしまいました。でももっともっと世界中で活躍するためにまたフランスにも来ると思うんで、その時はぜひぜひよろしくお願いします。ではではまたお会いしましょう。バイニャッピー。